Donc vous êtes maire de Sainte-Gabelle, près de Toulouse. Vous êtes le premier vice-président du département de la Haute-Garonne et vous êtes donc ici, et le restant de vos journées, je l'imagine pas mal, le porte-parole de la candidate Anne Hidalgo. Donc, comme vos homologues, je vais vous demander en une dizaine de minutes de présenter les grands axes du programme numérique de Madame Hidalgo. Et ensuite, on choisira une proposition d'infranum pour échanger autour, et puis une question vous sera posée par la salle. Voilà, Sébastien Vassini, c'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, merci de l'invitation. C'est toujours un moment important, le débat présidentiel, de pouvoir exposer nos feuilles de route, notre vision de la France. C'est une opportunité d'échanger sur l'ambition pour le numérique. Vous le savez, Anne Hidalgo en a fait un phare de son programme et est déjà intervenue dans d'autres circonstances il y a encore récemment, la semaine dernière. J'ai lu, moi, avec une très grande attention les 30 propositions que vous avez portées dans le cadre donc, de ces élections présidentielles et législatives. Et comme responsable politique, mais aussi un élu local très investi dans l'univers du numérique, je tiens à vous affirmer que j'en partage très largement les enjeux. Nos objectifs, vos objectifs sont les nôtres. Qu'il s'agisse du déploiement du très haut débit, du rôle indispensable des infrastructures numériques pour notre compétitivité économique au sens large de notre pays, mais aussi pour notre souveraineté, pour la transition environnementale ou pour la transformation économique de notre activité via des solutions innovantes du numérique, où ces objectifs finalement sont aussi les nôtres. Nous portons la même ambition de l'excellence numérique pour la France. Nous considérons que ce défi de la transition du numérique peut être relevé que par une vraie collaboration. Comme on le voit sur le plan local, collaboration, État, des pouvoirs publics, collectivités territoriales et bien sûr le monde économique. Je constate, moi, dans mon département, un département de l'Haute-Garonne avec une spécificité d'une métropole où ça aurait pu se faire tout seul, mais un arrière-pays très étendu jusqu'à des milieux très ruraux et des zones de montagne avec ce qu'on appelle les raccordements complexes. Enfin, vous connaissez cela par cœur. On a réussi le défi de pouvoir déployer la fibre optique jusqu'à la moindre ferme d'ici la fin de l'année 2022. Et ce n'est que par une étroite collaboration entre le monde de l'activité et les pouvoirs publics. C'est une vraie performance. La révolution numérique, on en parle souvent depuis plusieurs années. Bon, aujourd'hui, elle se fait dès maintenant. C'est encore un enjeu pour demain, mais c'est déjà une réalité aujourd'hui. La pandémie, le confinement, avec ses effets très brutaux, ont démontré de très fortes attentes des consommateurs, des usagers, des administrations, des entreprises. Et le monde du numérique a finalement révélé de très grandes capacités d'adaptation, très grandes capacités d'innovation, répondant, génératrices de nouveaux services et même de déploiement finalement de réponses au quotidien, au jour le jour, même je dirais durant toute cette crise. Et le numérique, finalement, au même titre que la solidarité, qui a été un des piliers, avec le quoi qu'il en coûte, de notre résilience, le numérique a été un vrai facteur clé de notre résilience et le sera encore plus demain dans les grands changements. Elle s'était déjà exprimée là-dessus. Anne Hidalgo a identifié dans son programme trois grands défis, trois grands bouleversements de notre société française. Il y a la question, bien sûr, du changement climatique qui est pendant à toute notre planète, je dirais. Le vieillissement de la population française et la question du numérique. Voilà, c'est trois grands enjeux sur lesquels nous avons essayé de bâtir notre projet. Nous le constatons. Si on prend, malheureusement, il faut toujours poser les constats. Et c'est le jeu dans une présidentielle. Si tout allait bien, il n'y aurait qu'une candidature unique. Même si la presse ferme les oreilles, même si on sent que le sort de cette élection est presque déjà joué. Mais comme nous sommes quand même une force politique qui a de l'action au niveau local, plus de la moitié des régions, 30 départements,
10 sur 12 des grandes métropoles françaises, nous avons encore des choses à dire, même sur des sujets aussi techniques, aussi précis que la question du numérique. Si on prend l'exemple des infrastructures, ces dernières années, l'État aurait pu jouer un autre rôle, beaucoup plus moteur, beaucoup plus facilitateur et accélérateur finalement du déploiement des infras. Et il n'a pas tout à fait joué ou suffisamment joué le rôle qui est le sien. Malgré la mise en place du plan très haut débit, malgré l'engagement de vous toutes et vous tous, des entrepreneurs au sein d'Infronam par exemple, ou des collectivités au sein de la VICA, l'État aurait dû lever tous les obstacles pour faciliter la mise en place d'une véritable politique industrielle. Je vais prendre quelques exemples précis, ceux que moi j'ai appréhendés en tant qu'acteur public de déploiement du très haut débit, par exemple chez nous, ou de réflexion sur un cloud local pour stocker nos données sensibles comme celles sur le social. Le cadre réglementaire reste encore trop lourd. Il a été très lourd au démarrage, il est encore trop lourd. Mise en place très tardive de l'utilisation des réseaux Unidis, ça a été quand même un frein au démarrage. La complexité sur les autorisations administratives, je vois d'ailleurs dans notre programme que vous avez mis quelques points, j'y reviendrai tout à l'heure. Le temps administratif ne correspond pas au temps du numérique, ça on le savait. Mais encore moins aux attentes des usagers et aux attentes de ce que le numérique peut offrir quasiment instantanément. Donc le frein administratif, et c'est le maire qui vous en parle, c'est une catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, on a la nécessité de lancer une grande réflexion sous forme de Grenelle ou sous forme collaborative pour lever ces freins, parce que on le sait, aujourd'hui, on rate des parts de compétitivité ou de déploiement pour des raisons administratives. Le manque d'anticipation aussi sur l'appareil de formation. Manque de concertation avec la filière, d'abord pour identifier clairement les besoins et pour mettre en place des programmes d'insertion et de formation beaucoup plus ambitieux. On a été au démarrage, moi je prendrai toujours l'exemple de ce que je connais très bien, obligé de faire venir beaucoup de travailleurs détachés, faute de formation, de capacité de former des gens qui pourtant pouvaient être de suite mobilisables. Le chômage, il y a encore 3 ans, était quand même relativement élevé. Former pour tirer du câble, c'était possible, sauf qu'on n'avait pas identifié correctement ces besoins-là. Ce manque de concertation et de réactivité, j'estime qu'il perdure encore, et de nombreuses réponses restent encore floues sur l'entretien et la sécurisation des réseaux, sur le démantèlement du cuivre. On a des échéances, on entend dire, mais rien n'est très véritablement clair. Nous, où le cuivre est support, il y a dans la stratégie que nous avons fait de développement du très haut débit, de la fibre, il y a beaucoup d'aériens. Notamment sur les derniers kilomètres, ceux qui amènent finalement la fibre à la porte des habitations. On a des incertitudes, quid des supports, comment ça va fonctionner, on n'a pas de réponse encore à ce stade. Et le financement de nouveaux services universels du numérique que nous sommes nombreux à appeler de nos voeux. Avec Anne Hidalgo, on propose une autre approche, considère que l'État doit investir sans plus attendre dans plusieurs champs, je l'ai évoqué, la transition écologique, la recherche, mais le numérique, pour nous, c'est un axe fort de notre résilience et de notre capacité de réindustrialisation de notre pays. Elle a évoqué, Anne évoque 4 grandes odyssées industrielles sur la santé, l'énergie, les mobilités et le numérique. Et dans le numérique, il y a un enjeu premier, c'est investir sur la recherche publique. Pour nous, c'est le premier enjeu identifié. Elle est beaucoup trop faible dans notre pays, et en particulier dans le numérique. Elle propose un objectif de 3% du PIB à la fin du quinquennat ou du mandat. C'est un objectif ambitieux, mais qu'on estime aujourd'hui nécessaire. Il faut former les talents de demain, les créateurs de demain, et soutenir ceux qui sont déjà sur le marché à l'évolution, parce que le numérique, ça va très vite. Le deuxième enjeu, c'est construire une vraie gouvernance autonome sur la question du numérique. Il faut un pilotage. Voilà. Et pour nous, ça passe par un ministère autonome, indépendant,
du ministère de la cohésion territoriale, avec un ministère plein et entier du numérique pour pouvoir mener des politiques transversales, coordonner l'action des pouvoirs publics et surtout des services gouvernementaux. Le troisième grand enjeu, c'est la voie de la souveraineté. Souveraineté, vous êtes des gens qui avez des compétences, des savoir-faire, il y a un vrai potentiel en France qui est reconnu. C'est une filière d'excellence, je le disais dans mon propos introductif, mais elle ne doit pas être simplement protégée, mais accompagnée et promue à l'export. On le sait, notre balance commerciale en France, elle est négative, elle est déficitaire. C'est un enjeu donc économique, hein, mais aussi un enjeu de souveraineté. 4 leviers identifiés. L'accompagnement des startups, de ceux qui peuvent demain générer encore plus de haute valeur ajoutée, le soutien financier à des solutions technologiques souveraines, et le levier de la commande publique. Le levier de la commande publique qui doit être orienté, j'y viendrai tout à l'heure en parlant d'une de vos mesures que j'ai relevées. L'État doit assurer vraiment une commande directe aux entreprises afin de garantir déjà des achats, de meilleurs matériaux sur le marché, mais aussi de nous permettre aux services publics d'obtenir des outils efficaces et qui nous garantissent la souveraineté et la sécurité en matière du numérique. Le troisième levier, c'est aussi l'idée d'un développement d'un cloud français. Mais là, il faut du pilotage. Ça pourrait s'appuyer sur des schémas régionaux du numérique, fixant, partageant déjà quelles sont les données stratégiques à conserver sur un plan local. On voit déjà la question des mobilités, la question de l'énergie, la question de la santé, la question des données sociales, important. Et là, nous, en tant que décideurs, lorsqu'on prend des solutions, elles sont souvent extérieures, pour nous garantir la sécurité de ces données. Hein, on dit toujours dans le numérique que les données travaillent la nuit et qu'elles font faire du chiffre d'affaires outre-Atlantique. On aimerait qu'elles soient sécurisées, protégées. Et là, réfléchir à d'abord quelles sont les données stratégiques et ensuite avoir une stratégie de développement de data centers français et en même temps exigeant aussi la transparence des algorithmes et des logiciels sur les lieux d'hébergement de leurs données. Je crois que c'est essentiel, mais ça ne peut venir que d'un mot. Il ne peut y avoir qu'un pilotage à un moment donné de l'État avec une loi et un encadrement structurant. Enfin, le dernier levier pour la souveraineté, c'est investir massivement. Je vais arriver juste à la fin de l'intervention de mon prédécesseur sur la formation. Formation initiale, évidemment, le plus tôt possible aux questions d'encodage et aux questions des métiers du numérique, mais aussi l'apprentissage et la formation par alternance. Je crois que l'alternance peut être un bon moyen aussi de révéler des talents, de révéler demain des créateurs et aussi de monter en compétence les entreprises vers leur conversion, vers leur sécurisation aussi de leur information, cybersécurité, mais aussi monter en compétence dans leur propre univers industriel. La révolution numérique n'est pas qu'un enjeu industriel, c'est aussi un grand enjeu social aujourd'hui. Un grand enjeu social, en particulier ce qu'on évoque dans notre jargon, l'inclusion numérique. Il y a d'abord, il faut couvrir l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a encore 3% de notre territoire qui est en zone totalement blanche, qui n'a accès à aucune technologie. Donc là, il faut accélérer, il faut mettre là aussi l'ensemble des acteurs autour de la table pour voir comment on lève tous les obstacles, les derniers kilomètres de raccordement, l'antenne la plus stratégique à mettre, et faire en sorte qu'on aille finalement résorber cette fracture numérique qui est liée aux infras. Celle-ci, les cas complexes de raccordement, il faut à un moment donné se mettre autour de la table. Les décideurs et les entrepreneurs ne peuvent pas se regarder en chien de faïence sur cette question-là. Voilà, je crois qu'il y a des difficultés pour aller sur certaines situations et à un moment donné, il faut un plan d'investissement là-dessus. Voilà, et un partenariat. Dans mon territoire, on a cette habitude du partenariat public-privé et je crois que là-dessus, ça serait une question intelligente pour résorber cette fracture territoriale qui souvent se rajoute en plus à une fracture déjà identifiée sociale.
Anne Hidalgo propose aussi, elle identifie qu'il ne faut pas créer non plus des territoires à deux vitesses. 5G, haut débit. Donc, elle a évoqué une piste d'une mesure où on pourrait proposer que chaque installation d'antenne 5G, il y ait aussi la couverture en fibre de 3 intercos. Bon, alors ça, c'est un principe général. En application territoriale, voilà, il n'y a qu'un pilotage d'un schéma régional ou d'une application beaucoup plus partenariale et déclinée, mais toujours pilotée par le sommet, où on peut adapter ce type de mesure. On le sait, la fracture numérique, elle n'est pas non plus qu'une question d'infra. Elle est aussi une question de compréhension, d'appréhension de l'outil numérique en lui-même. On utilise, enfin, ce chiffre est particulièrement connu, celui de l'INSEE, 17% de la population française qui est dans l'électronisme, mais on connaît moins aussi ce chiffre que 2 usagers sur 5 ont un mauvais usage du numérique. Donc la question voilà, de répondre à cette inclusion numérique, hein, les démarches aujourd'hui administratives ou les services qu'offre aussi aux consommateurs l'univers du numérique, il y a une question d'appréhension des outils et il faut de la médiation. Il est le temps de le penser aussi, ce temps de la médiation. Il y a eu le dispositif France Service, 4000 agents qui accompagnent nos concitoyens, mais c'est beaucoup trop peu. En Haute-Garonne, 586 communes, c'est 13 points d'accueil. 13 points d'accueil pour 1,5 million d'habitants, c'est trop peu. Donc il y a une première mesure de doubler le nombre de personnes sur le territoire, mais aussi d'avoir une stratégie partenariale avec les autres services publics et collectivités territoriales. Je terminerai mon propos parce qu'il y aurait tant de choses à dire. Sur la question éthique et durable de l'environnement du numérique. L'émergence de ces nouveaux services auprès des consommateurs ou des usagers a entraîné des nouveaux métiers, on le sait, mais aujourd'hui, encore sans statut, sans cadre législatif, de ce qu'on appelle les travailleurs ubérisés, entre guillemets. Et je crois qu'une république digne de ce nom ne peut pas laisser voilà, des travailleurs sans statut, sans protection sociale, sans couverture, sans génératrice de droits. C'est un principe fondamental de notre pacte républicain. Lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est entrepreneur, on génère aussi des droits. Et aujourd'hui, on le voit sur les livreurs, il y a une vraie question. Donc, force doit revenir à la loi hein, et on doit rétablir une présomption de salariat en inversant la charge de la preuve vers les dirigeants de ces plateformes. Le numérique éthique, c'est aussi, je l'avais évoqué, la transparence des algorithmes qui doit devenir la règle, avec des contrôles et des sanctions en cas de manquement, en particulier sur la sécurité et la santé. Et enfin, comme toute activité économique, elle doit être soutenable dans le contexte du défi climatique. On le sait aujourd'hui, le numérique, les infrastructures contribuent à l'émission de gaz à effet de serre, hein, et donc il est temps aussi d'accélérer la sobriété numérique et d'avoir de vraies réflexions là-dessus. On propose, nous, des dispositifs de réutilisation hein, des matériels électroniques en favorisant l'émergence d'activités qui existent déjà. Hein. Il y a déjà des gens qui s'occupent de ce qu'on appelle les déchets 3DE, mais accélérer aussi cette filière de réaccélération en mettant aussi en réduisant le taux de la TVA sur ces activités comme des produits essentiels à 5,5, qui vous permettrait voilà, de lancer une dynamique de ce point de vue-là de la sobriété. Et enfin, travailler avec vous pour mettre en place une charte de la réduction voilà, des gaz, de l'empreinte carbone des principaux opérateurs data centers, et aussi de réfléchir à libérer progressivement les fréquences obsolètes. Voici en quelques minutes finalement, je cru comprendre que j'étais le 6e, donc vous devez avoir entendu ambition, les mêmes termes, les mêmes mots, c'est normal, mais je crois que c'est important qu'il y ait des convergences sur ce domaine-là, parce que c'est vraiment un fleuron qui peut nous garantir aussi, dans le contexte mondialisé aujourd'hui, la question de la souveraineté et la question de la résilience qui, pour nous et pour Anne Hidalgo, nous tiennent particulièrement à cœur, et le partenariat public-privé. Merci Sébastien Vincini. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes pour prendre une question de Vincent Burger.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vancini. Je suis Vincent Burgère de Celnex et vice-président d'Infranion. Écoutez, merci pour la présentation de votre feuille de route. On entend que vous proposez déjà de lancer un chantier sur lequel on pourrait peut-être vous accompagner, de lancer des travaux autour d'une charte de réduction des émissions, n'est-ce pas, pour les data centers. Vous avez aussi souligné l'importance d'accélérer la couverture des zones blanches. Ma question, ce serait, est-ce que vous pourriez aussi préciser votre ambition pour la connectivité des Français et est-ce que cette ambition passera par la 5G? Alors, dans votre intervention, il y a beaucoup de questions et beaucoup de champs balayés. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Notre monde aujourd'hui, il a adopté le cloud. Il a adopté, et finalement, on se préoccupe très peu de quelle est la machine qui délivre derrière le service, un peu comme quand on ouvre le robinet et que l'eau vient. On ne se préoccupe pas de savoir s'il y a une usine d'eau potable ou une usine de traitement à quelques kilomètres de là. Bon, on doit se reposer certaines questions sur cette souveraineté. Doit être pensée différemment. Voilà. La question de la sobriété est essentielle aussi, avec la notion aussi de proximité. Concernant les zones blanches, je l'ai évoqué dans mon propos, pour moi ça doit être la première des préoccupations des pouvoirs publics. On doit absolument résorber cette fracture du numérique. Moi je viens d'un territoire où on avait fait au démarrage le choix du mix de solutions, que ce soit la fibre, le satellite ou la radio. Et c'est pas un Amish qui vous parle. La 5G peut amener effectivement des réponses précieuses, ne serait-ce que pour les territoires connectés, que pour aujourd'hui faciliter, fluidifier la création de nouveaux services. Et on imagine toujours l'avenir en regardant les conditions d'aujourd'hui. Mais quels seront les usages du numérique demain? Quels seront nos besoins en infrastructure et en connectivité demain? Donc je crois qu'on doit déterminer là aussi un schéma. Je crois que l'idée c'est pas d'avoir un déploiement d'antennes partout qui n'aurait pas de sens ou concurrentiel avec d'autres systèmes, mais d'avoir une vraie réflexion et positionnement des infrastructures. Anne Hidalgo avait posé d'ailleurs ce principe-là sur la ville de Paris, avec un principe de concertation et d'implantation. C'est la notion d'acceptabilité dans ces domaines-là, elle est majeure. Comme quand on veut tout le monde veut des éoliennes, tout le monde veut des énergies renouvelables, personne veut d'éoliennes, personne veut de parcs photovoltaïques. Tout le monde, lorsqu'on réserve dans un endroit le plus isolé, au fin fond des Pyrénées, dans un gîte, la première question qui est posée, c'est est-ce que j'ai du Wi-Fi, est-ce que je peux me connecter? Mais personne ne veut d'antenne. Bon, donc la question d'acceptabilité, elle est majeure et ça ne peut se poser qu'en partenariat, en concertation pour avoir une stratégie. Je résumerai en fait en disant peut-être moins d'antennes, mais mieux d'antennes. Voilà. Merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau. Merci Monsieur Vancini.